Le cancer. On nous fait croire que c'est souvent génétique et que ce serait assez peu lié à notre hygiène de vie. Moi, je pense radicalement différent. Je pense que c'est principalement lié à notre hygiène de vie, à notre façon de vivre et surtout à notre façon de nous alimenter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, et comment surtout, éviter de favoriser un terrain où se développera le cancer. Et ce que je défends, notamment avec des preuves, c'est que avant l'apparition de l'alimentation industrielle et notamment du mode de vie aussi moderne, les cas de cancer étaient extrêmement rares et ce serait notamment lié à une histoire de métabolisme et du fait que notre alimentation d'aujourd'hui ne permet pas à notre corps de fonctionner de la bonne manière. Et qu'en revenant à ces fondamentaux, en ayant une alimentation naturelle, brute, ce serait une des meilleures réponses pour se prémunir de ces maladies dégénératives, notamment le cancer moderne. Aujourd'hui, il y a une explosion des cas de cancer chez les plus jeunes notamment, une explosion aussi des cas de cancer de manière générale. Parce que oui, avant l'agriculture intensive et l'arrivée de l'alimentation industrielle, il était peu connu, voire parfois inconnu dans certaines populations, et pourtant ces gens-là vivaient à des âges plutôt avancés, voire très avancés. Des explorateurs comme Stephenson chez les Inuits ou encore Weston Price qui a parcouru le monde entier à la découverte des peuples traditionnels, n'ont trouvé quasiment aucune trace de cancer. Pourquoi ? On verra ensemble parce que c'est avant tout, et ce serait avant tout, une question de métabolisme sain. Et quand on a une nourriture qui est saine et un rythme de vie qui est sain, on a notre corps qui fonctionne bien et donc qui ne développe pas, ou en tout cas a beaucoup moins de chances de développer un cancer. Aujourd'hui, avec la montée du stress, la montée des aliments appauvris, du sucre raffiné, des farines raffinées, ces éléments-là favoriseraient l'explosion de ces cancers, et notamment encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de tous ces polluants extérieurs, que ce soit dans l'air, dans la mer ou dans la terre. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, pourquoi et qu'est-ce qui expliquerait comment on relance son métabolisme, et surtout comment retrouver une alimentation qui favorise un terrain où le cancer aura du mal à se développer. Le nombre de nouveaux cas de cancer qui apparaissent de manière précoce a bondi de 80% en moins de 30 ans. C'est énorme. Alors oui, il y a des explications, la démographie, le fait qu'on les dépiste mieux, mais ça n'explique pas tout. Donc déjà, il y a une grosse augmentation. Je vais commencer déjà cette vidéo en disant que je ne soigne pas le cancer, hein, ça c'est clair. Je partage simplement des conseils alimentaires généraux pour mieux soutenir son corps. Ces conseils ne remplacent jamais un suivi médical. Toute modification doit se faire avec votre médecin. Et là, tout ça, toutes ces explications, c'est une piste de réflexion. Ce sont des hypothèses et ce n'est pas une prescription médicale. Donc, on commence directement dans le vif du sujet. Là, ça c'est fait avec ChatGPT, donc ce n'est pas forcément des données complètement vérifiées, mais j'ai fait déjà quelques recherches sur le sujet il y a longtemps et je m'étais rendu compte de ça. Avant l'agriculture, il n'y a quasiment pas de cancer. Et là, on va vous dire, oui, mais avant, ils mouraient beaucoup plus jeunes. Quelle preuve on a de cela? On n'en a aucune, parce que notre vision de la vieillesse est liée à l'usure des os et des dents. Oui, mais si les gens restent en très bonne santé, il n'y a pas forcément d'usure des os. Dans le Caucase, quand ils ont fait des relevés, des études sur des personnes qui disaient vivre plus de 120 ans, plus de 90 ans en très bonne forme, ils disaient mais on voit pas de différence entre quelqu'un qui a 50, 60 ans et quelqu'un qui en a 119, 120, 125, on voit pas de différence. Donc, au final, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a très très peu de cas de cancer. C'est de l'ordre de 0,1%, ça existe quasiment pas. En tout cas, de traces dans les os, parce que tous les cancers ne sont pas visibles. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que après, au moment de l'arrivée de l'agriculture, notamment en Égypte, Pérou, Nubie, sur les cas de squelette, on retrouve plus de cancers. On est à peu près à 1%, donc ça augmente. Et là, dans le monde moderne, ça explose. Si on fossilisait tout le monde, on se retrouverait avec 10 à 20% de cas de squelette où on trouve des cas de cancer.
Et d'ailleurs, on peut faire la même chose avec les caries. Avant, c'est très rare de trouver des caries. Au monde moderne, c'est beaucoup plus élevé. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui expliquerait le cancer. Déjà, le prix Nobel de médecine en 1931, il parle de l'effet Warburg. C'est-à-dire que ce serait lié à une question d'énergie. Quand les cellules ne peuvent pas produire d'énergie, c'est-à-dire qu'avec, par exemple, vous prenez, vous mangez, vous avez du sucre à l'intérieur et qu'une molécule, vous allez produire jusqu'à 38, vous allez produire jusqu'à fois 38 de production d'énergie. Quand votre respiration, donc au niveau cellulaire, est bloquée, on passe à 2. Et là, c'est ce qu'il explique, c'est que quand vous n'arrivez pas à produire assez d'énergie, eh bien, c'est là où ça fermente, et en fait, c'est là où les cellules cancéreuses se développent. Et donc, lui, il dit, mais ce ne serait pas génétique, mais plutôt métabolique. En fait, la production d'énergie est bloquée, et là, c'est là où on observe une augmentation des cas de cancer, ou en tout cas un terrain propice au cancer. Et là, on va passer à Ray Pitt, qui est lui plus contemporain, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, à l'âge de, je crois, plus de 80 ans. Et lui, il va un peu plus loin. Il dit que le métabolisme haut, c'est la clé, et que son effondrement ouvre la porte au cancer, mais aussi à toutes les maladies dégénératives. Et donc lui, il explique tout simplement que si vous n'avez pas une bonne respiration cellulaire, une bonne production d'énergie, vous allez directement vers un terrain propice au cancer. Et donc, pour lui, tout ce qui est hypothyroïdie, des carences, des consommations de produits qui ralentissent le métabolisme, comme certaines huiles industrielles, comme le colza, le tournesol, le soja, qui sont développés ces dernières années, on observe donc un terrain beaucoup plus propice au cancer, parce qu'on produit tout simplement moins d'énergie. Et lui, dit que cette respiration cellulaire, elle peut être bloquée par du stress chronique, et ça, on en a beaucoup dans le monde moderne, des carences en nutriments clés, des excès d'œstrogènes, et surtout les PUFA, donc les acides gras polyinsaturés, qui, eux, favorisent l'inflammation. Pourquoi? Parce qu'ils s'oxydent. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les explications, mais lui dirait que le cancer, c'est pas une mutation aléatoire, ça vient pas comme ça. En fait, c'est une dérive adaptative. La cellule choisit la fermentation pour survivre dans un environnement défavorable à l'oxygène. Et du coup, on va aller un peu plus loin et on va se renseigner sur aujourd'hui qui se sort du cancer et pourquoi ces explications. Vous allez voir que elles sont quelque part logiques. Chris Bett, lui, donc lui, il s'est soigné d'un cancer. Lui, il part dans l'idée que le terrain est plus important que la tumeur. Donc, pareil que Ray Pitt et Warburg. Il comprend que l'alimentation industrielle, l'inflammation chronique et le stress oxydatif sont des déclencheurs. Et du coup, lui, il s'appuie sur beaucoup de jus, notamment d'herbes de blé, de jus de carotte, de céleri. Pourquoi? Parce que ce sont des produits, des aliments qui contiennent énormément de cofacteurs qui en fait enlèvent les carences et surtout ne font pas baisser le métabolisme. Et surtout ont une fonction un peu de nettoyage, et ce qui fait que quelque part en fait on nettoie, ce serait ça l'explication, on nettoie un peu la cellule et du coup à nouveau elle peut produire suffisamment d'énergie. C'est un peu ça l'idée. Et là, moi je vais vous intéresser aussi à Edward Bach. Lui, c'est un médecin britannique, donc créateur des fleurs de Bach, pour ceux qui connaissent. Et en 1917, il a été diagnostiqué avec un cancer de la rate. On lui donnait 3 mois à vivre. Alors, il a suivi une ablation partielle, mais surtout, il a changé radicalement de mode de vie. Déjà, il a quitté le stress de la ville, et comme disait Ray Pitt, le stress, c'est vraiment ce qui bloque le fonctionnement. Il faut savoir que quand vous êtes en stress, vous ne produisez plus suffisamment d'énergie, en fait. C'est compliqué. Et lui, il s'est dit, la cause profonde de la maladie, c'est émotionnel, et c'est là où il a développé donc les fleurs de Bach. Et c'est vrai que si
le stress eh bien, est un facteur déclenchant, favorisant le cancer, le fait de gérer ses émotions, et les émotions du coup de colère, de peur, qui vont en fait bloquer le corps et donc bloquer sa production d'énergie, eh bien oui, ça pourrait prendre son sens. Et donc il a survécu presque 19 ans après son diagnostic grâce à sa démarche. Mais là, je vais aller aussi parler du docteur Robert Morse. Parce que là aussi, on est un peu dans cette idée-là. Moi, j'aime bien ces hypothèses. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, bien sûr. Hein, mais en gros, lui, le cancer, acidité extrême et congestion lymphatique. En fait, on revient un peu sur l'idée de Ray Pitt que quand le corps est congestionné, quand le corps ne peut pas produire suffisamment d'énergie, quand il est bloqué, eh bien, c'est là où le cancer se développe. Lui, il dit que toute tumeur cancéreuse est le résultat d'un système lymphatique engorgé, donc incapable d'éliminer les déchets cellulaires acides, bon, en tout cas les déchets cellulaires, et on retrouve un peu cette idée de suffocation de Warburg. C'est-à-dire que la cellule, elle suffoque, elle n'arrive plus à produire, en fait, elle n'arrive plus à respirer quelque part. Et donc pour lui, c'est un problème d'encrassement. Et donc, il explique même que la tumeur, ce serait une soupape de sécurité. C'est-à-dire que quand le corps ne peut plus enlever tous ces acides, tous ces déchets, eh bien le corps isole les déchets pour protéger les tissus environnement. Et finalement, on retrouve un peu l'idée de Ray Pitt dans le sens où Ray Pitt, il explique qu'un bon métabolisme, c'est un corps qui élimine, qui se nettoie. Et bien quand le métabolisme est empêché, eh bien effectivement, le corps, si votre rate, si votre foie, si vos reins sont bloqués, s'ils ne fonctionnent pas à leur plein régime, eh bien oui, vous avez un encrassement qui se fait. Le nettoyage ne se fait pas. Et du coup, lui, il parle beaucoup du rôle du rein, sur le fait de faire en sorte que les reins doivent être ouverts, donc on doit avoir une urine trouble, alors qu'une urine claire, c'est qu'il n'y a pas de filtration. Et lui, donc sa solution, c'est détoxifier par les fruits crus et les herbes. Donc là encore, on retrouve un peu ce qui se fait ici chez Chris Bett, et d'ailleurs, ce qui se retrouve assez souvent, hein, c'est un régime de fruits, de plantes aussi. Alors, lui, il parle de jus, pas forcément. Mais surtout, chez les deux, on retrouve pas de protéines animales, pas de céréales, pas de féculents, pas de traitements locaux. Bon, après, voilà, ça. Et surtout, il rejette la peur du sucre, le fait, parce que souvent on dit le cancer se nourrit du sucre. Eh bien, on verra que c'est pas forcément le cas. Donc là, par exemple, voilà, c'est un peu ça son régime, lui, anti-cancer. Donc beaucoup de fruits, finalement, et des plantes. Mais pas quasiment très peu de protéines, parce que voilà, même il dit que dans les fruits il y a des protéines. Après, voilà, c'est un régime sur une courte durée. Et là, on retrouve la même chose. Alors, et Ray Pitt va un peu dans le même sens. Hein. Il dit que si tu supprimes donc tout le sucre, le corps libère du cortisol, donc ça produit du glucose, donc du sucre, pour produire de l'énergie, par le stress. C'est-à-dire que le corps va se nourrir de ses tissus. Ce qui fait que ça augmente l'inflammation et nourrit encore plus la tumeur. C'est pour ça que, selon son hypothèse, et selon l'hypothèse de Robert Morse et de Chris Bett, eh bien, si vous coupez le sucre, eh bien, vous nourrissez encore plus la tumeur. Et une cellule saine, donc, elle a besoin de glucose plus d'oxygène pour faire du CO2 et donc empêcher la fermentation qu'avait expliqué M. Warburg. Donc, selon Ray Pitt et finalement tous les autres, hein, c'est avec des fruits mûrs, du miel, eh bien qu'on va faire en sorte que le corps ne rentre pas en état de stress. Et quand on voit les jus de carotte, de céleri, d'herbe de blé, c'est aussi dans cette idée le fait d'aborder beaucoup de nutriments, donc d'éviter les carences, eh bien ça va faire que le corps ne va pas forcément rentrer en stress. Et là, avant de partir sur la liste des alimentaires anti-cancer, on va aller voir ensemble. Hop. On va aller là-bas. Là, il y a des choses intéressantes au niveau des peuples premiers. Parce que Weston Price, lui, il visite 14 groupes traditionnels. Donc il l'a fait dans les années 30 ou 40.
Les maladies dégénératives telles que la carie dentaire, l'arthrite, la tuberculose et le cancer sont absentes, très rares chez les populations vivant en fait en ayant une alimentation traditionnelle. Lui, c'est ce qu'il découvre. C'est-à-dire que sur la plupart des groupes traditionnels qu'il visite, c'est-à-dire il y a une alimentation traditionnelle, il ne trouve pas de cas de cancer. Par contre, dès que ça va être des Suisses des Alpes avec la même génétique, avec quasiment le même environnement, enfin, même pas quasiment le même environnement, des fois c'est une vallée et une autre, dès qu'ils adoptent la farine blanche, le sucre, les conserves, bah, il y a des caries qui se développent, mais surtout une dégénérescence générale avec l'apparition de beaucoup plus de maladies et surtout des cancers. Surtout des cancers. Et lui, c'est ce qu'il a vu à peu près partout. C'est que les cas de cancer, eh bien, ne se développent pas chez les peuples qui ont une alimentation traditionnelle, mais traditionnelle de qualité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est pas le seul à voir ça. Stephenson, il vit plusieurs années avec les Inuits du Nord canadien. Et là, c'est intéressant, parce qu'ils mangent assez peu de sucre au final. C'est un régime 100% de viande, de poisson, de graisse animale. Pas de mention de cancer. Pas de diabète, pas de carie. Quand ils vivent sans farine ni sucre. Ça, c'est ce qu'avait vu Stephenson. C'est ce qu'a vu Weston Price. Et c'est pas le seul. Tous les explorateurs ont vu ça. Dès que les Inuits consomment du sucre, des conserves, donc une alimentation moderne, eh bien, il y a une explosion des cas de maladie, et notamment de cancer. C'est-à-dire que ils ont la même génétique, ils ont le même environnement, ils vivent parfois à quelques kilomètres éloignés, mais dès qu'ils adoptent une alimentation moderne, eh bien, on retrouve des cas de cancer. Et chez ceux qui ne consomment pas ces aliments modernes, eh bien, il n'y en aurait pas. Je vais même aller un peu plus loin. Maurice Mességuet, dans Des plantes et des hommes, cite à plusieurs reprises des personnes, des chirurgiens, des médecins qui, en Afrique notamment, soignent des populations et racontent qu'effectivement, quand les gens vivent dans la brousse avec leur alimentation traditionnelle, ils ne trouvent pas de cas de cancer et dès qu'ils vont dans les villes, eh bien là, on trouve des cas de cancer. C'est-à-dire que des populations avec une génétique où il n'y a pas de cas de cancer, quand ils vont en ville, quand ils mangent une alimentation moderne, eh bien ils disent les cas de cancer se développent alors que là, on est dans les années 50. Hein. Donc déjà avant, on retrouve cette chose-là où eh bien, les cas de cancer se développent avec l'alimentation moderne. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que aujourd'hui, pourquoi ce qui fonctionnerait le mieux pour répondre quand quelqu'un a un cancer, eh bien, ce serait plutôt une alimentation avec des fruits et des jus de légumes. Je vous le donne en mille. Parce que pour retrouver l'alimentation parfaite des Inuits, c'est compliqué parce qu'ils mangeaient des animaux qui étaient sains. Aujourd'hui, les mers sont polluées, les terres sont polluées. On donne, par exemple, aux vaches, aux animaux, une alimentation qui est rarement ce qu'il leur faudrait. Et donc, je vais l'expliquer là, dans la liste alimentaire, vous allez comprendre en fait. Moi, de ce que j'ai pu voir, ce qui fonctionne très bien, c'est les fruits tropicaux. Pourquoi? Parce que par rapport aux fruits européens, ils sont beaucoup plus équilibrés. Dans le sens où ils se seraient développés avec les primates. Et donc, ils sont plus riches en certaines vitamines, en minéraux. Ils sont beaucoup moins acides. Et donc, tout ce qui est mangue, papaye, ananas, les bananes, les cocos, voire même les pastèques, les melons, ça passe assez bien. Mais si vous faites un régime de pommes, de cerises, de mandarines, de fruits comme ça très acides aussi, moi je ne conseille pas parce que je pense que c'est déséquilibrant et que ça ne contient pas tout ce qu'il faut pour répondre à nos besoins. Alors attention, les bananes, pour bien les choisir, il faut qu'elles ne sentent pas, ou très peu, une petite odeur. Quand il y a une grosse odeur, moi j'ai remarqué que généralement elles sont beaucoup moins digestes et surtout sur le long terme on se sent pas bien, c'est écœurant et je pense que c'est parce qu'ils mettent soit des engrais, soit des pesticides et il faut savoir que ce soit en bio ou en non bio, il n'y a pas vraiment de différence, il faut choisir au cas par cas, faut sentir la banane, c'est là où on voit si elles sont bonnes ou non.
Au niveau des viandes, poissons, crustacés, c'est là où, bah voilà, les viandes, petit élevage, race exotique si possible, le gras ox, si élevage sain, c'est-à-dire à l'herbe et au foin. Et par exemple, vous prenez les porcs, 95, enfin, la majorité des porcs sont nourris avec des céréales, des graines, ce genre de choses. Et donc, c'est ce que Ray Pitt expliquait, c'est que, là, il faut supprimer, c'est que le fait de faire ça, eh bien, ça fait beaucoup plus d'oméga 6, ça change la structure du gras qui devient beaucoup plus inflammatoire. Par exemple, la viande de Kobe, hein, il leur donne des graines, ce genre de choses. Pour moi, c'est une viande beaucoup plus inflammatoire. Voilà, vous allez payer cher pour un truc qui est inflammatoire. Tout ce qui est crustacés, les crevettes sauvages, langoustines, les tourteaux, bah, les moules, les huîtres. Alors tout ça, ça va, parce que bah, c'est souvent sauvage. Après, bah, ça dépend de la zone. Si c'est une zone où c'est rempli de métaux lourds, eh bien oui, on peut se poser la question si c'est vraiment une bonne idée. Alors attention avec les crevettes du commerce, généralement c'est les crevettes d'élevage. Et souvent, les crevettes sont aspergées dès la cueillette de sulfites qui, pour moi, je pense, peuvent poser problème aussi, créer de l'inflammation. Les poissons, les petits poissons, donc c'est hoc, sardines, maquereaux, anchois, tout ça, mais attention à la source. On évite le saumon, souvent d'élevage, rempli de métaux lourds, rempli d'antibiotiques. Vraiment, attention avec le saumon. Les produits laitiers, alors là, grande prudence, parce que euh, la plupart, par exemple en France, des vaches sont pas des vaches rustiques, c'est des Primolstein, et elles produisent une protéine de type, donc on dit A1, qui est inflammatoire. Et comme on l'a dit, l'inflammation, il faut la fuir. Donc on va plutôt vers du brebis, du chèvre, généralement, mais là encore, si les chèvres sont nourries avec des céréales, moi je me suis rendu compte que ça crée de l'inflammation. Et donc attention, attention avec les produits laitiers. Les œufs. Alors là, il faut vraiment être prudent. Le souci, c'est que si ce n'est pas de pâturage, eh bien, ça crée de l'inflammation. Parce que les poules ne sont pas faites pour manger des graines comme ça. On leur donne du blé, du soja, du maïs. Eh ben, ça les fait gonfler. Moi, je m'en suis rendu compte, ça crée de l'inflammation. Et les poules qui produisent des œufs où il n'y a pas d'inflammation, eh bien, c'est des poules qui se nourrissent de céréales qui sont germées, généralement, d'insectes, de viande, de légumes, en fait, laissés comme ça un peu à l'air libre. Alors, de temps en temps avec un peu de céréales, mais en tout cas, pas, moi j'ai remarqué, maïs, soja, généralement, ça pose problème. Euh, et enfin, les jus de légumes. Alors, attention avec les jus de légumes, ça c'est génial, c'est ce que j'ai pu voir, pour moi c'est au XXIe siècle, c'est un des meilleurs produits parce que vous avez plein de nutriments d'un coup, sans les fibres. Et surtout, quand vous prenez des légumes bio, bah, il y a peu de risque de métaux lourds, il y a peu de risque de pesticides. Enfin, bref, c'est un produit qui est vachement sain parce que tout en bas de la chaîne alimentaire. Mais attention, quand vous faites des carottes, vous allez les éplucher parce qu'il y a des antinutriments dans la peau. Pareil pour la betterave. Concombre, on épluche, on retire les graines. Le céleri, on met pas les feuilles parce qu'elles sont remplies d'oxalates. Le fenouil, pareil, on peut enlever les feuilles. Parce que bah voilà, ça va poser problème. Et de toute façon, euh, comment on le sait? Bah déjà au niveau du goût, c'est pas bon. Déjà, il faut se fier au goût. Le sérum de Quinton peut vraiment être quelque chose de génial quand on a du cancer, parce que c'est une excellente source de minéraux biodisponibles. Euh, il y a quasiment tout le tableau de Mendeleïev dedans. Le sérum de Quinton, le sérum de Quinton, il faudra faire une vidéo entière sur ce sujet. C'était un produit qui était vendu, commercialisé il y a des années et qui a perdu donc quelque part son autorisation en tant que médicament, mais qui est excellent pour la santé dans le sens où ça apporte beaucoup de minéraux. Alors les plantes médicinales, comme par exemple le docteur Homer Morse en parle, ça peut être vraiment bien, mais attention au risque d'interaction. Et là, il faut voir avec votre médecin, avec votre naturopathe, ou herboriste. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des plantes dites un peu plus douces, hein, les orties. Généralement, il y a peu d'interaction, même par exemple racine de pissenlit ou le thym. Enfin, toutes les plantes qu'on va utiliser même dans la cuisine ne sont pas vraiment dangereuses. Mais il y a d'autres plantes, hein, par exemple comme le réglisse, comme ça peut. Faut faire attention parce que dans certains cas, ça peut être dangereux. Faut pas jouer non plus, faire n'importe quoi. Au niveau de l'hydratation, prenez de l'eau pure, vraiment, parce que on retrouve plein de métaux lourds, on retrouve
Il y a de plus en plus de scandales sur le fait qu'on retrouve des composés qui n'ont rien à faire dans l'eau du robinet. Donc filtrez-la. Moi j'ai un filtre Berkefeld, ça marche super bien. D'ailleurs j'ai un code promo que je vous mettrai dans la description. Mais de toute façon tous les types de type Berkey sont bien. Vous avez aussi d'autres manières de filtrer, notamment avec des filtres en céramique qui ont l'air de très bien fonctionner. Sinon, prenez aussi des tisanes d'ortie romarin, c'est bien, mais pas de mélange trop fort, sauf si voilà, vous êtes bien conseillé. Point de vigilance quand même, on va pas dans les extrêmes, hein, jamais de tout cru. Toujours écouter l'appétit, le fait de tiens j'ai envie de cet aliment. Moi je suis vraiment dans cette idée-là de jamais se forcer. Si vous forcez pour manger un aliment, c'est qu'il y a un problème, c'est que votre corps le reconnaît comme mauvais. Et surtout, on évite toutes les céréales modernes, le blé moderne, les noix quand elles sont pas trempées, les huiles végétales industrielles comme le soja, le colza, le tournesol, bien sûr le sucre raffiné, le soja quand il n'est pas fermenté, et surtout toutes les viandes et les produits laitiers quand les animaux ne sont pas nourris de manière traditionnelle, hein, avec de l'herbe, du foin. Et je dirais même aussi que le jeûne, souvent on parle du jeûne pour guérir du cancer. Effectivement, ce qu'on peut retrouver, moi ce que j'ai entendu, c'est que quand on jeûne, ça nettoie, en fait ça laisse du temps encore pour se nettoyer. Donc oui, le cancer a tendance à peut-être régresser, mais le problème c'est que la personne n'est pas nourrie, donc elle va peut-être ne plus avoir de cancer, mais elle va mourir. Elle va mourir du fait de ne pas avoir assez à manger. Et donc c'est pour ça que le jeûne, bon, après, voilà, il y a des régimes aussi qui sembleraient fonctionner avec beaucoup de viande, de la viande crue, mais là, vraiment, c'est cette idée de, oui, ça pourrait peut-être marcher, mais à condition que les animaux soient super bien nourris. Pour ça que je pense que le fait d'aller plutôt sur des fruits, sur des jus de légumes, et on a quand même plus de données, on se rend compte que, voilà, Chris Bett, vous pouvez aller voir toutes ces interviews, tout ça, ça a l'air de quand même bien fonctionner. Euh, Moi, j'ai une amie qui a eu un cancer, qui a fait ça. Elle a fait de la chimio aussi en même temps, hein. Mais elle s'est super bien remise de son cancer grâce notamment à tout ça. Donc en suivant cette alimentation et surtout pas l'alimentation, même qu'on va dire ancestrale, de pain, beurre, fromage. Parce que là, je pense que c'est vraiment pas l'idéal. Quand on a un cancer, il faut vraiment aller sur des produits beaucoup plus digestes comme cela. Hein, pareil, tout ce qui est les céréales fermentées, oui, ça peut être bien, c'est ce qu'on mangeait traditionnellement, du pain au levain, tout ça, mais quand on a un cancer, je pense pas que ce soit forcément la solution. En tout cas, moi, je ne ferais pas ça. Après, c'est à chacun de voir en fonction de tous les cancers sont différents. Voilà, moi, je suis pas un spécialiste, simplement, je parle d'alimentation. Et moi, c'est vrai que j'irais plus, si j'avais ce genre de cas, sur des fruits tropicaux, avec plutôt des crustacés, euh, des petits poissons, de l'œuf, vraiment, j'éviterais parce que la plupart ils sont inflammatoires, et surtout beaucoup de jus de légumes. Mais là encore, j'irai sur le goût, quoi. Si je prends un litre de jus de céleri et que j'en peux plus, j'ai plus envie de boire, il faut pas le faire parce que ça veut dire que le corps, il supporte pas. Et s'il supporte pas, il y a une bonne raison. Votre corps, il est pas là pour jouer contre vous. Il joue toujours avec vous. Voilà. Donc c'est un peu, donc je répète, je ne soigne pas le cancer, je partage des conseils alimentaires. Si d'ailleurs vous voulez aller plus loin, parce que là, on est à 30 minutes de vidéo, j'ai des heures et des heures de contenu qui explique un peu tout, comment avoir plus d'énergie, comment être en meilleure forme, comment choisir surtout ses aliments. Vous avez, j'ai ouvert des accompagnements pour ceux qui veulent aller plus loin, et encore une fois, je le répète, ce n'est pas un accompagnement comme un médecin, c'est vraiment sur l'alimentation, améliorer l'alimentation, et on ne prétend pas du tout guérir le cancer. Par contre, c'est sûr que là on est tous d'accord que le fait d'avoir une meilleure alimentation et le fait même d'être moins stressé, eh bien oui, ça réduit les chances de favoriser des cas de cancer. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour plus de précision. Et puis voilà, j'espère avoir donné aussi un peu d'espoir. Voilà, après pour aller plus loin, effectivement, dans la manière de choisir les fruits, dans la manière de faire ses jus, il y a plein de choses à voir. Je vous dis
à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'être, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à tout. On avance tous les jours là, sur la compréhension des choses. Et mais voilà, moi je pense sincèrement que à tout problème moderne, il y a des solutions modernes ou antiques et que il n'y a pas de problème insoluble. Simplement, il existe des solutions qui souvent sont hors de notre vision générale et qu'il faut parfois sortir des sentiers battus tout en restant dans quelque chose de dans les extrêmes et c'est là où on fait n'importe quoi. En conclusion, vous voyez là que le cancer serait lié notamment à un terrain et non pas à de la génétique comme on aimerait vous le faire croire aujourd'hui en vous disant bah vous ne pouvez rien faire. Si, on peut faire quelque chose. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'espère vous avoir donné le maximum d'informations. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez que donc je propose des suivis personnalisés donc pour vous aider à retrouver une alimentation plus naturelle, plus digeste et adaptée surtout à vos besoins réels, donc pour sortir de la fatigue, pour être plus en forme, pour éviter aussi de tomber malade, tout en tenant compte donc de votre contexte, de vos habitudes et de vos objectifs en termes de bien-être, santé. Donc si vous voulez en parler, vous pouvez réserver un appel découverte, ça ne coûte rien, et nous ferons le point ensemble avec un membre de mon équipe, et on verra bah, si je peux vous aider concrètement. Donc le lien est dans la description.